Le café a un goût différent, ici. Il est plus noir, plus riche, préparé dans un petit établissement d'une rue pavée qui sent la pluie ancienne et le pain chaud. Je ne connais le nom de personne, et personne ne connaît le mien. Il y a une liberté profonde dans cet anonymat, un pouvoir tranquille à n'être qu'un fantôme. Assise près de la fenêtre, j'observe un monde qui n'a aucun souvenir de moi, et je me sens, pour la première fois depuis plus de 10 ans, complètement et profondément en paix. À Paris, le cycle des nouvelles est sans doute déjà passé à autre chose. La chute spectaculaire de Marc Terron, PDG d'Apogée Capital, est devenue le ragot du mois dernier. Ils ont dû parler d'une OPA hostile, d'un raid boursier brillant mené par son plus grand rival. Ils ont dû analyser les forces du marché, les faux pas, l'orgueil démesuré. Jamais les analystes et les journalistes n'auraient deviné la vérité. Jamais ils n'auraient tourné leur regard vers moi. Pourquoi l'auraient-ils fait? Je n'étais que l'épouse. Le joli accessoire silencieux qu'il gardait dans ce luxueux appartement haussmannien surplombant la Seine. Marc disait toujours que je ne comprenais pas la valeur de l'argent. Il avait raison. Je comprenais la valeur de chaque centime. Je connaissais la valeur des 37 millions d'euros sur nos comptes joints, la valeur à 8 chiffres de ces actions d'entreprise qui étaient aussi à mon nom, le titre de propriété de l'appartement, les clés de l'Aston Martin de collection. Je comprenais leur valeur si parfaitement que, le moment venu, j'ai su exactement comment tout liquider. Il se croyait l'architecte d'un empire. Il avait oublié que j'étais architecte avant lui. Et je savais, mieux que personne, que pour construire quelque chose de nouveau, il faut d'abord démolir ce qui existe déjà. Mais ça, c'était la fin. Le début fut bien plus discret. Il a commencé, comme tant de fins, par un mensonge. Le silence dans notre appartement était une chose physique. Il avait un poids et une texture, une surface froide et lisse comme le marbre italien qui s'étendait sur 300 mètres carrés au cœur du 16e arrondissement. C'était le genre de silence qui absorbait le son, étouffant la symphonie lointaine du trafic parisien en un bourdonnement sourd et oubliable. C'était ma maison. Ou plutôt, le musée que Marc avait construit pour abriter sa réussite, et j'en étais l'objet le plus précieux et le plus négligé. Mes journées s'articulaient autour d'un vide. Je me réveillais dans le lit king size, la place à côté de moi déjà froide, Marc étant parti au bureau des heures plus tôt. Je déambulais dans les pièces caverneuses, mon reflet me fixant depuis chaque surface polie. Le mobilier, tout en angles vifs et couleurs sourdes, avait été choisi par un décorateur engagé par Marc, un homme qui parlait des espaces négatifs, comme si c'était une vertu. Il avait réussi. L'appartement tout entier ressemblait à un espace négatif, une absence de chaleur, de vie, de moi. Autrefois, j'étais architecte. Diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine, un début prometteur dans une agence de renom, un portfolio rempli d'esquisses de bâtiments qui respiraient, qui s'arrondissaient, qui interagissaient avec la lumière. Et puis j'ai rencontré Marc. Une force de la nature, un tourbillon d'ambition et de charme qui a vu mon talent et m'a convaincu de le canaliser vers lui. On est une équipe, Amélie, m'avait-il dit, les mains sur mes épaules, ses yeux brûlants de cette conviction enivrante. Aide-moi à bâtir cette entreprise, et nous construirons une vie au-delà de nos rêves les plus fous. Je l'ai cru. J'ai quitté mon travail. Je l'ai aidé à évaluer les espaces de bureau, j'ai dessiné l'agencement du premier siège d'Apogée Capital, j'ai organisé les dîners, charmé les investisseurs, et poli ses angles abrasifs. Je suis devenue l'associée silencieuse, la fondation sur laquelle il a tout construit. Et une fois l'édifice achevé, il a oublié que la fondation était même là. Tu ne comprends pas la valeur de l'argent, Amélie, disait-il avec un sourire condescendant chaque fois que je questionnais une dépense sur le relevé de carte de crédit. C'était son refrain favori, un rejet déguisé en leçon. Ce n'est pas la même ligue. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. Il le disait quand je relevais les milliers d'euros dépensés en divertissement client, dans des restaurants que je savais n'être que des bars hors de prix. Il le disait quand je m'interrogeais sur les frais de déplacement étrangement élevés de l'entreprise. Il le disait pour que je me sente petite, pour me rappeler ma place. J'étais l'épouse qui dépensait l'argent, il était le génie qui le gagnait. C'était un récit simple et efficace. Et pendant longtemps, j'ai laissé faire. Je me suis concentrée sur les conseils d'administration des œuvres de charité, les vernissages, la perfection insipide de notre calendrier social. J'ai laissé mon propre esprit se taire, étouffé par le volume même de sa réussite. Le mensonge est arrivé un mardi. J'arrangeais des fleurs dans l'entrée d'un blanc immaculé, essayant d'insuffler un peu de vie dans l'espace. Marc est rentré tôt, ce qui était inhabituel. Il déboutonnait déjà sa chemise, ses mouvements vifs et déterminés. « Prépare-moi une valise, tu veux ?» dit-il sans me regarder, se dirigeant vers la chambre. « Je dois m'envoler pour Dubaï demain matin. Réunion urgente avec des investisseurs. »
Juste pour quelques jours. Je l'ai suivi, l'odeur des lys accrochée à mes vêtements. Dubaï? Tout va bien? Il sortait une valise de l'immense dressing, un espace plus grand que mon premier appartement. Tout va bien. C'est juste une opportunité à saisir. Un concurrent vacille. Il faut agir vite. Il marqua une pause et me lança ce regard, celui qui se voulait rassurant, mais qui n'était en réalité qu'une façon de clore toute question. C'est les affaires, Amélie. Tu sais comment c'est. Bien sûr, dis-je, ma voix aussi neutre que les murs gris qui nous entouraient. De quoi as-tu besoin? Comme d'habitude. Quelques costumes, des tenues décontractées pour le soir. Ne te tracasse pas ta jolie petite tête avec ça. Je serai de retour avant que tu aies le temps de t'en rendre compte. Il m'embrassa sur le front, un baiser sec et dédaigneux, puis disparut dans la salle de bain, son téléphone déjà collé à l'oreille. Le bruit de la douche fut comme une porte qui claque entre nous. Ne te tracasse pas ta jolie petite tête avec ça. Les mots résonnaient dans la pièce silencieuse. Combien de fois les avais-je entendus? C'était l'équivalent verbal d'une tape sur la tête, un rappel que mon domaine était la maison, les réceptions, l'esthétique pas le monde réel des chiffres et des contrats où il vivait. Je me dirigeai vers son côté du dressing et commençai à sortir les vêtements dont il aurait besoin. Un costume sombre de chez Dior pour la réunion, un autre en lin plus clair pour un dîner client, des polos, des mocassins de luxe. Je pliai chaque article avec la précision mécanique et exercée d'une femme qui avait accompli cette tâche une centaine de fois. C'était un rituel familier et creux. J'ai préparé sa valise et l'ai laissée près de la porte. Ce soir-là, au dîner, il était distrait, ses yeux balayant constamment son téléphone, posé face contre table à côté de son assiette. Il parlait de l'affaire de Dubaï en termes vagues et excitants, utilisant des mots comme synergie et disruption. C'était une performance, et j'étais son unique spectatrice. Il ne remarqua pas que je touchais à peine à ma nourriture. Il ne remarqua pas le silence qui s'était installé au plus profond de moi, un silence qui n'était plus passif, mais vigilant. Le lendemain matin, il était parti avant mon réveil. Une seule empreinte subsistait de son côté du lit, un creux froid dans les draps d'un blanc immaculé. Je me levai et préparai un café, mes mouvements lents et délibérés. L'appartement semblait encore plus grand, encore plus vide sans lui. Je m'assis sur le canapé du salon, celui qui était incroyablement chic et atrocement inconfortable, et je regardais la ville. Depuis le 6e étage, les gens le long de la Seine étaient comme des fourmis, leur vie et leur drame trop petits pour être vus. Je me sentais tout aussi distante, tout aussi coupée de tout. Ce fut l'iPad qui fit tout basculer. L'iPad familial partagé que nous utilisions pour regarder des films et lire les actualités. Marc était négligent avec la technologie, toujours connecté à tout. Il traitait la confidentialité numérique avec le même dédain qu'il traitait mes préoccupations financières. Il l'avait laissé sur le comptoir de la cuisine, en charge. Je le pris, avec l'intention de lire les titres du matin. Mais une bannière de notification s'affichait en haut de l'écran. Elle venait de sa messagerie. L'objet était simple, votre itinéraire Air Mauritius. Mon cœur ne s'est pas arrêté. Il n'a pas martelé ma poitrine. Il a juste donné un seul coup dur contre mes côtes, un choc solide et douloureux. L'île Maurice. Pas Dubaï. Mes doigts semblaient étrangement stables lorsque je touchai la notification. Sa boîte de réception s'ouvrit, une longue liste de messages non lus de son personnel, d'investisseurs, d'alertes d'actualité. Mais l'email en haut de la liste provenait de la compagnie aérienne. Je l'ouvris. C'était une confirmation. 2 billets en première classe de Paris-Charles de Gaulle à l'île Maurice. L'heure de départ était celle de ce matin même. Le retour était dans 5 jours. Et les noms sur les billets firent geler le sang dans mes veines. Passenger 1, Mark Theron. Passenger 2, Chloé Valois. Chloé. Son assistant. Mais c'était là. Noir sur blanc. Il n'y avait pas que les billets. Il y avait un autre email juste en dessous, une confirmation du Four Seasons Resort Mauritius à Tanaïta. Une réservation pour la villa Horizon, leur suite la plus exclusive, la plus romantique. Face à l'océan. Piscine privée. La description promettait une escapade inoubliable pour deux. Je m'enfonçai dans le cuir froid du canapé, l'iPad lourd sur mes genoux. Je relus les emails. Puis une 3e fois. Il n'y avait aucune place à l'interprétation, aucune possibilité d'erreur. Le mensonge n'était pas juste un mensonge, c'était une production. Une pièce de théâtre élaborée, coûteuse et profondément insultante, conçue pour que je me sente en sécurité pendant qu'il me trahissait de la manière la plus cliché qui soit. Il utilisait notre argent, l'argent que je l'avais aidé à gagner, l'argent de l'entreprise à laquelle mon nom était légalement lié, pour emmener son assistante en vacances de luxe.
Et il avait l'audace de me dire que je n'en comprenais pas la valeur. Quelque chose en moi ne se brisa pas. Ça se solidifia. Ça durcit en une pointe froide et acérée. Les années de ressentiment silencieux, d'être diminué et rejeté, d'être appelé « ma chérie » sur un ton qui signifiait « idiote ». Tout cela fusionna en cet unique instant. Le brouillard de ma vie dorée se leva, et je vis la cage pour ce qu'elle était. Une cage. Et la porte avait toujours été déverrouillée. J'avais juste oublié que j'avais la clé. Je me levai et marchai jusqu'à la baie vitrée. Les toits de Paris s'étendaient devant moi, une forêt de zinc et de pierre, un témoignage de pouvoir, d'ambition et de compétition impitoyable. Marc pensait que c'était son royaume. Il pensait le gouverner. Il regardait ses bâtiments et y voyait des monuments à son propre génie. Je les regardais et j'y voyais des actifs. Je voyais le siège de l'entreprise, un immeuble dont le bail portait ma signature juste à côté de la sienne. Je voyais les tours des banques qui détenaient notre fortune commune. Je voyais la galerie qui abritait la collection d'art que nous possédions, une collection qui valait maintenant plus que l'appartement lui-même. C'était tout un système, un réseau de pièces interconnectées. Une structure architecturale. Et je savais exactement où se trouvaient les murs porteurs. Je savais quel pilier abattre pour que tout s'effondre. Mes mains ne tremblaient plus. Ma respiration était régulière. Le sentiment de vide en moi avait disparu, remplacé par un calme cristallin et arctique. J'en avais fini de me tracasser ma jolie petite tête. Je pris mon téléphone. Je n'ai pas parcouru les réseaux sociaux, ni regardé des photos de notre vie commune. Je suis allé dans mes contacts et j'ai trouvé le nom dont je n'avais pas eu besoin depuis des années, mais que j'avais toujours gardé, au cas où. Une bouée de sauvetage que je n'aurais jamais cru devoir utiliser. Evelyn Raynaud. Avocate à la cour. Ma meilleure amie de fac, un requin en tailleur spécialisé dans les litiges d'entreprise et les divorces complexes à enjeux élevés. J'appuyai sur le bouton d'appel. Elle répondit à la deuxième sonnerie. Amelie? Tout va bien? Sa voix était vive, perspicace. Elle savait toujours quand quelque chose n'allait pas. Je pris une inspiration, l'air de l'appartement stérile se sentant soudainement électrique, chargé de potentiel. Evelyne, dis-je, ma voix claire et stable, sans la moindre trace de tremblement. J'ai besoin de tes services. J'ai besoin de tout savoir sur ma situation juridique dans l'entreprise de Marc. J'ai besoin de savoir ce que mon nom sur tous ces documents signifie vraiment. Je fis une pause, regardant l'empire que mon mari croyait être le sien seul. Je crois qu'il est temps de lancer une OPA hostile. Le silence qui suivit l'appel téléphonique était différent. Il n'était plus vide, il était plein de potentiel. Les vastes pièces stériles de l'appartement ne ressemblaient plus à une cage, mais à un centre de commandement. Pendant 10 ans, j'avais flotté dans cette vie, observatrice passive de ma propre existence. Maintenant, j'étais un général à la veille d'une bataille, et les sols en marbre poli étaient ma carte d'état-major. Chaque tableau au mur, chaque sculpture dans un coin, chaque ligne sur nos relevés financiers communs était une position stratégique, une pièce sur l'échiquier. Un échiquier sur lequel Marc ne savait même pas que nous jouions. Le bureau d'Evelyne était au 30e étage d'un gratte-ciel de la Défense, un lieu qui vibrait de l'énergie brute et sans complexe de l'argent et du pouvoir. Contrairement à ma maison, conçue pour être regardée, son espace était conçu pour être utilisé. Le bureau était une plaque de bois sombre et imposante, couverte de piles de documents bien rangés et d'une installation informatique élégante à plusieurs écrans. La vue de sa fenêtre n'était pas celle d'arbres et de joggeurs, mais des tours concurrentes d'autres cabinets d'avocats et de banques d'investissement. C'était un paysage d'ambition. Evelyne Raynaud était l'opposé de la vie que j'avais menée. Elle était tranchante là où j'étais devenue douce, directe là où j'avais appris à être subtile. Elle portait une robe noire sur mesure, à la fois élégante et intimidante. Quand je suis entrée, elle ne m'a pas offert de thé ou de platitude. Elle a désigné le fauteuil en cuir en face de son bureau et a dit « Parle. N'oublie rien. » Alors, j'ai tout raconté. J'ai commencé par les remarques condescendantes de Marc sur l'argent, les années à me sentir rejetée et sous-évaluée. Je lui ai parlé du voyage d'affaires à Dubaï et de la clarté accablante de l'itinéraire d'Air Mauritius. J'ai parlé calmement, ma voix égale, exposant les faits comme si j'étais un témoin décrivant une scène de crime. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Le crime était l'érosion lente et méthodique de ma propre identité. Evelyne a écouté sans m'interrompre, les doigts joints sous son menton, son expression indéchiffrable. C'était une forteresse de sang-froid professionnel. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment, son regard fixé sur moi. Je m'attendais à de la sympathie, peut-être un « je suis tellement désolée, Amélie ». Au lieu de cela,
elle a pivoté sur sa chaise et a tapé quelque chose sur son ordinateur. Tu as dit que ton nom était sur tout, a-t-elle déclaré, plus comme une demande de confirmation qu'une question. Surtout, ai-je confirmé. Les statuts de constitution d'apogée, l'acte de propriété de l'appartement, les comptes-titres. Nous n'avions pas de contrat de mariage. Nous étions jeunes, et Marc a dit que ce n'était pas romantique. Il a dit que nous étions une équipe, pour toujours. Un fantôme de sourire, mince et acéré comme une lame de rasoir, effleura les lèvres d'Evelyne. Son romantisme est sur le point de devenir ton plus grand atout. Il a fondé Apogée 2 ans après votre mariage? Oui. Je l'ai aidé à trouver le premier bureau. J'ai même dessiné les plans initiaux. As-tu investi ton propre argent? J'ai secoué la tête. J'avais des économies de mon travail, mais il a dit qu'il n'en avait pas besoin. Il a obtenu un financement de démarrage. Il a dit que mon soutien était ma contribution. Le soutien, ricana Evelyne en se retournant vers son écran. Voyons ce que la loi appelle soutien. Elle a tapé furieusement pendant quelques minutes, ses yeux balayant des lignes de texte numérique qui n'avaient aucun sens pour moi. Le seul son était le cliquetis de son clavier et la sirène lointaine d'une ambulance dans la rue en contrebas. Finalement, elle s'arrêta. Elle pivota de nouveau vers moi, et pour la première fois, je vis une lueur dans ses yeux. Cela ressemblait à de la stupéfaction. Amélie, commença-t-elle, sa voix basse et délibérée. Tu n'es pas une associée silencieuse. Tu n'es pas juste la femme d'eux. Selon le droit français et les statuts de sa propre société, tu es, à toutes fins utiles, la cofondatrice et propriétaire à 50% d'Apogée Capital. Je la fixai, les mots mettant un moment à faire leur chemin. 50%. Les parts sont détenues dans une holding commune que vous contrôlez tous les deux. Pour faire quoi que ce soit avec ces parts, les vendre, les transférer, voter, il faut vos 2 signatures. Ou, elle fit une pause, laissant le mot en suspens dans l'air, dans le cas où l'un de vous serait injoignable ou incapable, l'autre à pleine autorité. Des vacances de 5 jours avec sa maîtresse, sans numéro de contact, pourraient très bien être interprétées comme injoignables. Un frisson lent et froid parcourut ma colonne vertébrale. C'était plus que ce que j'avais osé espérer. Donc, je possède la moitié de l'entreprise. Tu possèdes la moitié de tout, corrigea Evelyne en affichant un autre écran. L'appartement. La collection d'art, qui, selon mon estimation rapide, vaut maintenant plus de 8 chiffres. Le portefeuille d'actions, les voitures, les comptes bancaires. Tout ce qui a été acquis pendant le mariage est considéré comme un bien commun. Sans contrat de mariage, le point de départ de toute division est 50/50. Et Amélie, elle se pencha en avant, sa voix baissant encore plus, ton dossier pour obtenir plus de 50% est incroyablement solide. Il a un historique documenté d'infidélité, tu as la preuve qu'il utilise des biens matrimoniaux pour la financer, et tu as sacrifié ta propre carrière prometteuse pour construire la sienne. On peut le plumer. On peut le laisser avec ses costumes chers et une montagne de dettes juridiques. C'était le chemin que j'avais prévu. Un divorce sale et public. Une longue bataille qui se terminerait avec moi riche et lui diminué. C'était le manuel standard pour les épouses trompées de la haute société parisienne. Mais assise là, à écouter les mots le plumer, une étrange insatisfaction s'installa en moi. Ce n'était pas assez. Un règlement en espèces, aussi important soit-il, ne serait toujours que de l'argent. Cela confirmerait son récit. Je serais la femme qui a pris son argent. Il pourrait encore s'en sortir en boitant, meurtri mais intact, et raconter au monde entier comment son ex-femme cupide l'a saigné à blanc. Il se reconstruirait. Il serait toujours Marc Théron, le visionnaire brillant qui a connu un revers temporaire. Et je serais Amélie Fournier, la riche divorcée. L'étiquette serait juste une version plus chère de celle que j'avais déjà. La leçon qu'il devait apprendre ne concernait pas le coût d'un divorce. Elle concernait la valeur. La valeur qu'il avait refusé de voir en moi. Non, dis-je, le mot tranchant l'air avec une autorité nouvelle. Evelyne haussa un sourcil. Non, Amélie, c'est une affaire gagnée d'avance. Je peux faire geler ses avoirs d'ici la fin de la journée. Je ne veux pas geler ses avoirs, Evelyne. Je veux les liquider. Elle me regarda, son masque professionnel se fissurant enfin en une véritable confusion. Liquider? De quoi parles-tu? Il m'a dit que je ne comprenais pas la valeur de l'argent, expliquai-je, les mots sortant avec une intensité calme qui me surprit moi-même. Pendant des années, il m'a traitée comme une enfant, une belle idiote qui ne saurait pas quoi faire d'1 euro sans lui. Un règlement de divorce ne lui apprendra rien. Il le verra simplement comme le prix de sa liberté. Je veux lui donner raison. Lui donner raison? En renonçant à tes droits? Non.
en lui montrant que je ne comprends pas l'argent comme lui. Il le voit comme quelque chose à accumuler, à amasser, à construire des monuments à sa propre gloire. Je le vois comme un outil. Une arme. Je ne veux pas la moitié de son entreprise, Evelyne. Je veux la vendre. Tout entière. Au plus offrant. Je veux vendre l'appartement, les voitures, l'art laid et sans âme qu'il a acheté comme un investissement. Je veux vider les comptes bancaires. Je ne veux pas le laisser avec moins. Je veux le laisser avec rien. Je veux qu'il revienne de son escapade romantique à l'île Maurice pour découvrir que tout son empire, toute son identité, a été transformé en un seul chiffre net dans un compte auquel moi seul ai accès. Je veux qu'il comprenne que la fondation qu'il avait oubliée était la seule chose qui soutenait l'édifice. La pièce était totalement immobile. Evelyne me regardait comme si elle me voyait pour la première fois. L'épouse silencieuse et gracieuse de Marc Théron avait disparu. À sa place se trouvait une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Le regard dans ses yeux passa de la confusion à un respect lent et naissant, teinté d'un peu de peur. « Mon Dieu, Amélie, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas un divorce. C'est une exécution. » Il a bâti son succès sur un mensonge, dis-je simplement. Je ne fais que corriger le marché. Evelyne resta silencieuse pendant une minute entière. Elle regarda de moi à son écran d'ordinateur, puis de nouveau à moi. Un sourire lent et dangereux se dessina sur son visage. C'était le sourire d'un requin qui venait de sentir le sang dans l'eau. C'est totalement sans précédent. L'exposition juridique est immense. Si nous faisons un seul faux pas, il pourrait te poursuivre en justice jusqu'à la ruine. Mais est-ce possible ? Insistai-je. Légalement, puis-je le faire ? Avec toi comme propriétaire à 50% et son injoignabilité. Avec ton nom sur les actes et un accès total au compte. Elle s'interrompit, une étincelle de pur plaisir prédateur dans les yeux. C'est audacieux. C'est à la limite de la folie. Mais, oui, avec une stratégie soigneusement construite et un timing précis, c'est possible. Mais tu as besoin de plus qu'une avocate en divorce. Tu as besoin de raideurs d'entreprise. Tu as besoin de comptables impitoyables. Et tu as besoin d'un acheteur. Un acheteur qui déteste suffisamment Marc pour agir vite et poser peu de questions. Mon esprit y était déjà. Damien Croix, dis-je. Le sourire d'Evelyne s'élargit. Avant-garde solution. Le plus grand rival de Marc. Ils essaient de forcer une fusion depuis 1 an. Marc lui a dit d'aller au diable lors d'un gala de charité au printemps dernier. Devant tout le monde. C'était humiliant pour Croix. Alors c'est notre homme, dis-je. Il n'achètera pas une entreprise. Il achètera sa vengeance. C'est la seule chose pour laquelle il sera prêt à surpayer. Evelyne hocha la tête, son esprit tournant à plein régime, traitant la logistique, les risques, la sauvagerie pure et magnifique de tout cela. Marc revient dans 5 jours. Nous devons agir à la vitesse de l'éclair. Nous devrons rédiger l'accord de vente, faire les expertises immobilières numériquement, contacter les banques. Au moment où il montera dans l'avion pour rentrer à Paris, nous exécuterons. Nous viderons les comptes, nous transférerons les titres de propriété, nous finaliserons la vente d'Apogée Capital. Quand il atterrira, il sera un homme sans entreprise, sans maison, et sans 1 euro à son nom. Elle me regarda, son expression un mélange d'admiration et de gravité professionnelle. Es-tu absolument sûre de ça, Amélie ? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Il ne s'agit pas seulement de le quitter. Il s'agit de le détruire. Je pensais à son sourire condescendant. Je pensais au nom de Chloé Valois, à côté du sien sur cet itinéraire. Je pensais aux années que j'avais passées à me faire plus petite pour m'adapter à son monde. Ma certitude était aussi solide et froide que le marbre de ma maison vide. Il a été détruit au moment où il a décidé que mon soutien n'avait aucune valeur, dis-je. Je ne fais que lui envoyer la facture. Evelyne prit son téléphone et me le tendit. Sur l'écran se trouvait un contact privé. Damien Croix. Le champ de bataille est à vous, mon général, dit-elle. Je pris le téléphone. Mes doigts étaient stables. Mon cœur était calme. J'appuyai sur le bouton d'appel et portai le téléphone à mon oreille, regardant par la fenêtre le royaume qui était sur le point de tomber. Une voix d'homme, sèche et impatiente, répondit à l'autre bout du fil. Croix. Monsieur Croix, dis-je, ma voix douce comme de la soie. Je m'appelle Amélie Fournier. Oui, c'est Amélie Fournier. Je crois que nous avons un intérêt commun dont j'aimerais discuter. Cela concerne l'avenir d'Apogée Capital. Les 4 jours suivants furent un tourbillon de chaos calculé, une masterclass en démolition contrôlée. Ma vie,
qui avait été définie par des heures languides et vides, fut soudainement compressée en une série de réunions urgentes, de mets cryptés et d'appels téléphoniques clandestins. L'appartement stérile se transforma de prison en forteresse. Je sortais rarement, transformant la table de la salle à manger, une plaque d'obsidienne polie qui n'avait jamais accueilli que des dîners prétentieux, en mon quartier général opérationnel. Evelyne était mon maréchal de camp, orchestrant les manœuvres juridiques et financières depuis son bureau de la défense, tandis que je devenais le commandant sur le terrain, l'œil calme au centre de l'ouragan que j'avais créé. Rencontrer Damien Croix, c'était comme serrer la main d'une panthère. Il accepta de me voir dans une suite privée du Georges V, un lieu de discrétion feutré où les conversations pouvaient se tenir sans crainte d'être entendues. Il était grand, impeccablement vêtu d'un costume sombre qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, et ses yeux avaient une immobilité glaçante. C'étaient les yeux d'un prédateur qui avait appris la patience. Il ne perdit pas de temps en mondanité. « Evelyne Reynaud m'a dit que vous aviez une proposition, » dit-il, sa voix de baryton grave semblant absorber la lumière de la pièce. Il m'invita à m'asseoir, mais resta lui-même debout, un subtil jeu de pouvoir. « Je vous écoute. »« Je ne suis pas ici pour proposer, monsieur Croix, » commençai-je, la voix assurée. J'avais répété ce moment. Je savais que je ne pouvais montrer aucune hésitation. Je suis ici pour vous offrir une opportunité unique. Je suis prête à vous vendre ma participation majoritaire de 50% dans Apogée Capital. Et je peux vous garantir que d'ici le retour de mon mari en France, j'aurai l'autorité légale de vous vendre sa moitié également. L'expression de Croix ne changea pas, mais je vis une lueur d'intérêt dans ses yeux sombres et immobiles. Marc Théron préférerait mettre le feu à son entreprise plutôt que de me la vendre. C'est pourquoi il n'est pas consulté, répondis-je doucement. Il est actuellement enjoinable. Il profite d'une retraite personnelle à l'île Maurice. Je laissai le nom du lieu flotter dans l'air un instant. Il était assez intelligent pour combler les vides. Il m'a laissé aux commandes. Une erreur fatale de sa part. Il m'étudia longuement, son regard analytique, cherchant une faiblesse. Il essayait de comprendre l'angle, le piège. Étais-je une épouse bafouée cherchant une vengeance mesquine? Était-ce un piège élaboré tendu par Marc lui-même? Pourquoi? Demanda-t-il, le mot unique, tranchant et direct. Marc et moi avons des philosophies commerciales différentes, dis-je en choisissant mes mots avec soin. Il croit en l'ego. Je crois au profit. Il vous a humilié publiquement. Il pense avoir gagné. La victoire ultime, à mon avis, n'est pas d'écraser son rival, mais de le posséder. D'acheter son héritage pour une fraction de sa valeur et de le démanteler pour pièces ou de l'absorber dans le vôtre. C'est une victoire qui dure. Je vous offre cette victoire, monsieur Croix. Pour un prix, bien sûr. C'était le langage qu'il comprenait. Pas l'émotion, pas la vengeance, mais la valeur. Le profit. La logique froide et dure de l'acquisition. Un lent sourire, dépourvu de toute chaleur, effleura ses lèvres. Vous n'êtes pas du tout ce à quoi je m'attendais, Madame Fournier. Les hommes s'attendent rarement à ce que je sois autre chose qu'un joli accessoire, monsieur Croix. Cela a été le plus grand avantage de ma vie. L'accord fut conclu non pas par une poignée de main, mais par un signe de tête de compréhension mutuelle et prédatrice. Son équipe d'avocats et de comptables serait d'une efficacité impitoyable. Il travaillerait avec Evelyne pour effectuer la vérification diligente la plus rapide de l'histoire des entreprises. Le prix que nous avons convenu était scandaleusement bas pour une société comme Apogée, mais c'était tout de même une fortune. Plus important encore, c'était un prix qu'il pouvait payer rapidement, discrètement et sans hésitation. La réduction était le prix de sa vengeance. Pendant que la machine corporative tournait en arrière-plan, je me suis tourné vers le front domestique. La liquidation d'une vie. C'était un processus étrange et troublant. Ces objets m'avaient entouré pendant des années, définissant mon monde. Maintenant, ils n'étaient plus que des entrées sur une feuille de calcul. J'ai commencé par l'art. Marc y avait dépensé des millions, non par amour de l'esthétique, mais parce que son conseiller financier lui avait dit que c'était un actif tangible et solide. Il y avait un soulage froid et imposant dans le salon, un Dubuffet chaotique dans le couloir, et une série de sérigraphies de Warhol dans son bureau dont il était particulièrement fier. C'étaient des trophées. J'ai appelé une marchande d'art privé recommandée par Evelyne, une femme discrète nommée Isabelle, spécialisée dans les ventes rapides et hors marché pour des clients qui appréciaient la confidentialité par-dessus tout. Isabelle arriva le lendemain. C'était une petite femme aux allures d'oiseau, avec des yeux intelligents qui ne manquaient rien. Elle glissa à travers l'appartement, son regard évaluant chaque pièce avec un détachement clinique que j'appréciais. Une collection très masculine, commenta-t-elle, sa voix un doux murmure. Tout est question de pouvoir.
De taille. De reputación. Il n'y a pas de joie là-dedans. Il n'y a aucune joie dans cet appartement, répondis-je. Non, dit-elle en s'arrêtant devant le soulage massif. Je vois bien. Elle nomma un prix pour l'ensemble de la collection, une somme forfaitaire qui serait virée sur un nouveau compte qu'Evelyne avait ouvert pour moi ce matin-là. C'était moins que leur valeur aux enchères, mais c'était rapide. Je peux les faire enlever d'ici demain soir. Mon équipe est très discrète. Parfait, dis-je. La pensée des murs nus, dépouillés de leurs bagages prétentieux, me remplit d'un sentiment exaltant de légèreté. Ensuite, le garage. Marc possédait 3 voitures. Une Tesla noire et élégante pour ses trajets quotidiens, un Range Rover ridiculement surdimensionné pour des sorties en famille qui n'avaient jamais lieu, et sa fierté. Une Aston Martin DB5 de 1965, couleur argent, exactement comme celle des films de James Bond. Il aimait cette voiture plus qu'il ne m'aimait. Il passait ses dimanches après-midi à la polir, à lui parler, la traitant avec une révérence qu'il n'a jamais montrée à une âme qui vive. La vendre fut étonnamment facile. Je connaissais le concessionnaire spécialisé chez qui il l'avait acheté. Je l'ai appelé et lui expliqué que mon mari avait autorisé une vente privée. L'homme était ravi. Un collectionneur de Dubaï essayait d'acquérir ce modèle spécifique depuis des années. Le virement bancaire fut organisé en quelques heures. La Tesla et le Range Rover furent vendus à un service de voitures d'occasion haut de gamme qui promit de venir les chercher le lendemain. 3 voitures, 3 virements. Le chiffre sur mon nouveau compte bancaire augmentait à une vitesse vertigineuse. Tout au long de ce processus, je ressentais un étrange détachement, comme si je déplaçais un personnage dans un jeu vidéo, liquidant des actifs pour marquer des points. Le poids émotionnel de ces objets, les souvenirs qui y étaient attachés, semblaient se détacher de moi. Le collier qu'il m'avait offert pour notre 5e anniversaire? Juste du platine et des diamants, facilement convertibles en espèces. Les meubles de créateur? Une série de photographies envoyées à une maison de vente aux enchères. Il y eut des moments, cependant, où la réalité de ce que je faisais perçait à travers l'efficacité froide. Un soir, je vidais le dressing de Marc, triant ses costumes coûteux et ses chaussures faites à la main dans des sacs pour des dons. Je trouvai une petite boîte oubliée, rangée sur une étagère haute. À l'intérieur, il y avait une photo encadrée de notre lune de miel en Italie. Nous étions si jeunes. J'étais appuyée contre lui, riant, le soleil tosquant dans mes cheveux. Il me regardait, pas l'objectif, avec un sourire sincère, le genre de sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Un instant, ma résolution vacilla. Une vague de chagrin m'envahit non pas pour l'homme qu'il était maintenant, mais pour l'homme qu'il avait été, pour la vie que nous étions censés construire ensemble. Elle équipe, dont il avait parlé. Je m'effondrai sur le sol du dressing, l'odeur de son eau de Cologne flottant dans l'air, et je me laissai pleurer. Je pleurais pour la femme sur la photo, la jeune fille pleine d'espoir et de confiance qui croyait en l'éternité. Je pleurais sa perte. Mais ce ne fut qu'une brève tempête. Après quelques minutes, j'essuyai mes larmes, me relevai et plaçai le cadre photo face contre terre dans l'un des sacs de dons. Cet homme n'existait plus. Cette vie était une fiction. En faire le deuil était nécessaire, mais vivre dans son ombre n'était plus une option. Le but, froid et clair, revint, plus net qu'auparavant. Il ne s'agissait pas seulement de punition. Il s'agissait de survie. Il s'agissait d'amputer un membre gangrené pour sauver l'ensemble. La dernière pièce du puzzle domestique était l'appartement lui-même. Le symbole de notre succès commun. C'était le plus difficile à lâcher, non pas parce que je l'aimais, mais parce que c'était ma cage. Le vendre me parut l'acte de libération ultime. Evelyne trouva un acheteur payant content, un investisseur étranger à la recherche d'une prestigieuse adresse parisienne. L'offre fut immédiate et inconditionnelle. Nous conclurions la vente à distance le même jour que la vente de l'entreprise. Alors que les heures s'écoulaient, un calme étrange s'installa. Le plan était en marche. Les dominos étaient alignés. L'équipe de Damien Croix avait terminé sa vérification diligente. L'art était parti, laissant des rectangles pâles sur les murs tendus de soie. Le 4e jour, la veille du retour de Marc, je reçus un texto de sa part. Une seule photo. C'était un selfie de lui et Chloé sur une plage. Ils étaient tous les deux bronzés, souriants, tenant des cocktails dans des noix de coco. En arrière-plan, le soleil se couchait sur un océan turquoise. Sous la photo, une légende, les réunions à Dubaï sont dures. J'aimerais que tu sois là. Je t'aime. Je fixai le téléphone, son visage souriant et trompeur. La cruauté désinvolte, l'arrogance pure et sans mélange, était à couper le souffle. Il était si confiant dans mon ignorance,
si sûr de son pouvoir sur moi, qu'il pouvait m'envoyer une photo de sa liaison et la déguiser en message d'amour. La moindre lueur de doute que j'aurais pu avoir fut éteinte à cet instant. Elle fut vaporisée par une rage froide et blanche. Il n'était pas seulement un menteur et un tricheur. C'était un imbécile. Un imbécile qui avait profondément, catastrophiquement, sous-estimé son adversaire. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement supprimé le message. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'allumer alors que le crépuscule tombait. C'était une vue magnifique. Une vue à plusieurs millions d'euros. Et elle n'était plus mienne. Un sentiment de paix profonde m'envahit. Je ne perdais pas une maison. J'abandonnais un décor de théâtre. Je pris mon propre téléphone et réservai un billet aller simple. Pas pour un complexe hôtelier, pas pour une plage. Pour une vieille ville tranquille en Europe où je pourrais être anonyme. Un endroit où je pourrais respirer. Le virement final était prévu pour 8 heures le lendemain matin. Le vol de Marc devait atterrir à Roissy à 11 heures. Le timing était parfait. Il serait dans les airs, injoignable, pendant que son monde entier était démantelé et vendu à la ferraille. Evelyne m'appela ce soir-là. « Tout est prêt », dit-elle, la voix tendue d'excitation. La bête est abattue. « Es-tu prête, Amélie ?» Je regardai autour de l'appartement presque vide. Le silence n'était plus lourd ou oppressant. Il était léger. C'était le son de la liberté. « Je suis prête, » dis-je. « Brûlons tout. » Le matin du 5e jour se leva gris et couvert, les toits de Paris enveloppés dans une brume humide. C'était une atmosphère appropriée pour des funérailles. Les funérailles de la vie de Marc Théron, telle qu'il la connaissait. Je me suis réveillée avant le soleil, non par anxiété, mais par un sentiment de quiétude étrange et puissant. La turbulence émotionnelle des derniers jours s'était apaisée, laissant place à une résolution placide et inébranlable. Aujourd'hui, il ne s'agissait plus de colère. Il s'agissait de tourner la page. Je m'habillai simplement, d'un pantalon sombre et d'un pull en cachemire. Pas de bijoux, pas de maquillage. Je me dépouillais du costume d'Amélie Fournier, l'épouse du PDG. Ma propre valise, un seul bagage pratique, se tenait près de la porte. Elle contenait quelques vêtements de rechange, quelques livres, mon ordinateur portable et mon passeport. Tout ce que j'avais possédé n'était plus qu'un chiffre, un fantôme numérique sur un compte bancaire bien au-delà de la portée de Marc. À 7h55, je m'assis à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable. La vaste pièce, vide, résonnait du léger bourdonnement du système de ventilation. Les rectangles pâles sur les murs où les œuvres d'art avaient été suspendues étaient comme les fantômes d'une vie antérieure. Je pris une tasse de café noir, mes mains stables en tenant la tasse. Evelyne était en appel vidéo avec moi, son visage une image nette et professionnelle sur mon écran. Damien Croix et son équipe juridique étaient sur un canal sécurisé séparé, attendant le signal. « Toutes les parties sont prêtes », dit Evelyne, sa voix calme mais teintée de l'excitation du moment. « Les instructions de virement sont verrouillées et chargées. Les documents de clôture pour l'appartement sont prêts pour votre signature numérique. Le transfert final des actions d'Apogée est en file d'attente. Nous procédons en séquence. D'abord, l'entreprise. Deuxièmement, la propriété. Troisièmement, les liquidités. Es-tu prête ? Je pris une profonde inspiration. Prête. Exécutez la vente d'Apogée, ordonna Evelyne à une personne invisible de son côté. Sur mon écran, une série de notifications sécurisées commencèrent à apparaître. Des documents furent signés avec des clés cryptographiques. Des poignées de main numériques se produisirent à travers des kilomètres de fibres optiques. Je regardais, hypnotisé par l'efficacité silencieuse et sans effusion de sang de l'opération. Des années de travail de Marc, son ambition, son identité, tout cela était numériquement emballé et transféré. En moins de 10 minutes, c'était fait. Une confirmation finale apparut dans ma boîte de réception. Objet, vente d'Apogée Capital Avant-Garde Solutions. Terminé. Une vague de vertige m'envahit. C'était réel. J'avais vendu son entreprise sous son nez. L'entreprise est vendue, la voix d'Evelyne coupa court à mes pensées. Damien Croix est maintenant l'actionnaire majoritaire et PDG de ce qui était autrefois Apogée Capital. Il envoie déjà sa propre équipe de sécurité au siège. Elle fit une pause. Suite. L'appartement. Une autre série de documents apparut. Je les parcourus, mon nom et celui de l'acheteur apparaissant encore et encore. D'un clic de souris, j'apposai ma signature numérique. Un instant plus tard, une confirmation arriva des notaires. La vente était conclue. Les fonds étaient en cours de transfert. J'étais officiellement sans domicile.
Le sentiment n'était pas celui de la panique, mais d'un soulagement profond et exaltant. J'étais libérée de mes amarres. Enfin, dit Evelyne, une note de triomphe dans la voix. Le grand balayage. C'était l'étape finale, la plus brutale. La liquidación de nos actifs liquides. J'ouvris le portail bancaire. Le compte joint principal, où les produits de la vente de l'art et des voitures avaient été déposés, brillait d'un chiffre stupéfiant. Une somme d'argent obscène. Je tapais les coordonnées bancaires du compte fiduciaire des îles Caïmans. J'entrais le montant du transfert, laissant exactement 1 000 € derrière moi. Un petit cadeau de départ. Assez pour un taxi depuis l'aéroport et une chambre de motel bon marché pour la nuit. Mon doigt plana au-dessus du bouton, confirmer le virement. C'était le point de non-retour. C'était le moment qui diviserait à jamais ma vie en « avant » et « après ». Je pensais au visage de Marc sur cette photo, si suffisant, si béatement inconscient. Je pensais à sa voix disant « Ne te tracasse pas ta jolie petite tête avec ça ». Je cliquai sur le bouton. L'écran se rafraîchit. Un message de confirmation apparut « Votre virement a été initié ». C'est fait, dis-je, ma voix à peine un murmure. Je regardai Evelyne à l'écran. Tout est fait. Evelyne rayonnait, un sourire féroce et triomphant sur son visage. C'est un fantôme, Amélie. Il n'a pas d'entreprise, pas de maison, pas d'argent. Tout ce qui reste de lui est un nom sur un manifeste de vol. Félicitations. Tu as réalisé une liquidation totale. Nous avons mis fin à l'appel. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis levée et j'ai traversé les vastes pièces vides une dernière fois. Ce n'était plus ma maison. C'était juste un espace, une coquille. Les souvenirs qu'il contenait n'étaient plus à moi de porter. J'ai laissé les clés de l'appartement et le bip du garage sur le comptoir de la cuisine, à côté d'une seule copie impeccable de la confirmation de vente d'Apogée Capital. Je n'ai pas laissé de mots. Les documents étaient le mot. C'était le message le plus froid et le plus éloquent que je pouvais écrire. En sortant de l'appartement pour la dernière fois, je n'ai pas regardé en arrière. Le concierge dans le hall, un homme aimable nommé Georges qui m'avait toujours accueilli avec un sourire chaleureux, me regarda avec inquiétude. « Vous nous quittez, Madame Fournier ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur ma valise. Un instant, j'ai été tentée de dire quelque chose, d'expliquer. Mais que pouvais-je dire ? Je viens de vaporiser l'existence entière de mon mari. Alors j'ai juste souri, un vrai sourire, pour la première fois depuis des jours. Juste pour un petit moment, Georges. J'ai besoin de vacances. Il me sourit en retour. Profitez-en bien. Je suis sortie dans le matin parisien humide. Une voiture que j'avais pré-réservée m'attendait. Alors que nous nous éloignions du trottoir, j'ai levé les yeux vers l'imposant bâtiment haussmannien. Ma cage dorée. Elle semblait petite et insignifiante contre le vaste ciel gris. Mon vol n'était pas avant plusieurs heures. J'avais un dernier arrêt à faire. J'ai demandé au chauffeur de m'emmener à Roissy, mais pas au terminal des départs. Je lui ai demandé de me déposer aux arrivées. J'ai trouvé une place dans un café avec une vue dégagée sur la porte des arrivées internationales où le vol de l'île Maurice devait atterrir. J'ai acheté un café et je me suis assise pour attendre. Cela ne faisait pas partie du plan. Evelyne aurait qualifié cela de risque inutile. Mais j'avais besoin de voir. J'avais besoin d'une dernière image pour clore ce chapitre de ma vie. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 11h15, les portes coulissantes se sont ouvertes et les passagers du vol Air Mauritius ont commencé à affluer, l'air fatigué et décalé. Et puis je les ai vus. Marc et Chloé. Ils ressemblaient exactement à la photo qu'ils m'avaient envoyée. Bronzés, détendus, riant d'une blague partagée. Marc poussait un chariot à bagages surchargé de valises de luxe. Chloé s'accrochait à son bras, le regardant avec cette même expression adoratrice et calculatrice que je connaissais si bien. Ils ressemblaient à n'importe quel autre couple heureux, revenant d'un voyage romantique. Ils étaient complètement inconscients. Leur vue, si insouciante et contente dans leur bulle de tromperie, aurait dû me mettre en colère. Au lieu de cela, cela m'a juste fait sentir. Vide. Pas un vide triste, mais un vide propre et serein. C'étaient des étrangers. Leur drame ne m'appartenait plus. Marc sortit son téléphone, probablement pour appeler son chauffeur. J'ai regardé son sourire confiant commencer à vaciller. Il a tapoté l'écran, puis a froncé les sourcils. Il a réessayé. Je pouvais imaginer ce qu'il voyait. Une carte de crédit refusée. L'application VTC, probablement liée à son compte d'entreprise, refusant de se connecter. Il a dit quelque chose à Chloé, son expression passant de détendue à agacée. Il a essayé de passer un appel.
Son visage s'est assombri. Il essayait probablement d'appeler son bureau, sa banque. Il heurtait le premier mur. Le mur de sa non-existence. Le sourire adorateur de Chloé commençait à s'estomper, remplacé par un regard de confusion et d'impatience. Le glamour de l'aventure s'évaporait sous les dures lumières fluorescentes du hall des arrivées. C'était le moment où la réalité commençait à mordre. Le fantasme du PDG puissant entrait en collision avec la réalité d'un homme qui, soudain, ne pouvait même plus payer un taxi. Je les ai observés pendant encore 5 minutes. J'ai vu les premières graines de la panique dans les yeux de Marc. La façon dont il continuait à balayer son téléphone, ses mouvements devenant plus frénétiques. La façon dont il a sèchement répondu à Chloé quand elle a demandé ce qui n'allait pas. La première fissure dans sa façade parfaite et polie. Ça arrivait. La prise de conscience lente et angoissante que quelque chose n'allait pas du tout. C'était tout ce que j'avais besoin de voir. Je n'avais pas besoin de voir l'effondrement complet. Je n'avais pas besoin de la confrontation. Le début silencieux de sa panique était une conclusion plus satisfaisante que n'importe quelle dispute hurlante aurait pu l'être. C'était un roi qui était retourné à son château pour le trouver volatilisé. Son lent démantèlement public était un sort bien pire qu'une querelle privée. Je me suis levée, laissant mon café à moitié fini sur la table. J'ai pris ma valise et je suis partie, me fondant dans la foule. J'ai marché vers le terminal des départs, vers ma propre porte, mon propre avenir. Je n'ai pas regardé en arrière. En passant la sécurité, j'ai senti mon téléphone vibrer. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Un texto d'un numéro inconnu. C'était Evelyne. Il m'appelle. Il hurle. Il pense que c'est une erreur de la banque. Bon vol. Un petit sourire effleura mes lèvres. J'ai mis mon téléphone en mode avion et l'ai rangé dans mon sac. Le bruit de son monde s'estompait. Devant moi s'étendait une nouvelle ville, une nouvelle vie, une page blanche. L'architecte était enfin libre de concevoir un avenir qui lui était propre. Le vol pour Lisbonne fut comme un caisson de décompression. Alors que l'avion grimpait à travers l'épaisse couverture de nuages au-dessus de Paris, laissant la ville n'être qu'un lointain souvenir scintillant, je sentis le poids des 10 dernières années commencer à se lever. Je n'étais pas Amélie Fournier, l'épouse bafouée exécutant une vengeance brillante. Je n'étais pas Madame Théron, la mondaine. J'étais juste une femme dans un avion, une passagère avec un billet aller simple, suspendue entre une vie qui avait été démolie et une autre qui restait à construire. Je n'ai pas regardé de film, ni écouté de musique. J'ai simplement regardé par le hublot l'étendue infinie de l'océan Atlantique, un vide bleu et vaste qui reflétait le sentiment en moi. Ce n'était pas un vide de perte, c'était un vide de possibilités. Pour la première fois depuis que j'étais une jeune femme de 20 ans avec un crayon à dessin à la main et la tête pleine de rêves, mon avenir m'appartenait entièrement. La pensée était à la fois terrifiante et exaltante. J'avais choisi Lisbonne sur un coup de tête, guidée par un article de voyage à moitié oublié et le désir d'un lieu qui était l'antithèse de Paris. Je voulais un charme d'antan, pas une modernité de verre et d'acier. Je voulais des rues étroites et sinueuses, pas un quadrillage implacable. Je voulais le son mélancolique du fado, pas le bourdonnement arrogant de la Défense. Je voulais une ville qui ressentait son histoire, qui était à l'aise avec ses propres cicatrices et imperfections. J'avais besoin d'un endroit qui me permettrait d'être imparfaite, moi aussi. Quand j'ai atterri, l'air semblait différent. Il était plus doux, parfumé de sel du Tage tout proche et de la légère odeur sucrée des pâtisseries des cafés de l'aéroport. La langue était une belle rivière fluide de sons que je ne comprenais pas, et l'anonymat était un baume pour mes nerfs à vif. J'ai pris un taxi pour la ville, observant le paysage changer des banlieues modernes aux façades historiques carrelées du quartier de l'Alfama. J'avais loué en ligne un petit appartement meublé, un endroit niché dans une rue calme. Il n'avait rien à voir avec l'appartement parisien. Les sols étaient en bois sombre et poli qui craquaient sous mes pas. Les meubles étaient un mélange confortable et éclectique d'ancien et de nouveau. Les fenêtres s'ouvraient sur un petit balcon avec une balustrade en fer forgé, donnant sur une cour où je pouvais entendre les sons lointains des voisins vivant leur vie à un bout de conversation, le cliquetis de la vaisselle, le rire d'un enfant. C'était un espace qui semblait habité, chaleureux et humain. On aurait dit un foyer. La première semaine, je n'ai rien fait. J'ai dormi. J'ai marché pendant des heures, me perdant dans les rues labyrinthiques, mon seul guide étant les collines escarpées et l'aperçu du fleuve. Je me suis assise dans de petits cafés, appelés Pastoria, buvant un café fort et mangeant des tartelettes feuilletées à la crème. J'ai fait mes courses dans un marché local, souriant et montrant du doigt pour communiquer avec les vendeurs. Je recalibrais ma vie, la ralentissant du rythme frénétique et à enjeux élevés de Paris au rythme doux et sans hâte de Lisbonne. Je me suis délibérément déconnectée. J'ai acheté une nouvelle carte SIM locale et n'ai donné le numéro à personne d'autre qu'Evelyne.
J'ai évité les nouvelles. Je ne voulais pas connaître les retombées, les gros titres que Mark faisait sans aucun doute. Son monde était une tempête, et j'étais dans un port tranquille à des milliers de kilomètres. Les détails de sa destruction n'étaient plus mon affaire. Mon projet n'était pas sa ruine, mais ma propre reconstruction. Un soir, environ 2 semaines après mon arrivée, j'étais assise sur mon petit balcon, un verre de vino verdé frais à la main, regardant le ciel prendre une douce teinte rose. Mon téléphone a vibré. C'était un message sécurisé d'Evelyne. Mon cœur a eu un petit sursaut. C'était la première communication que j'avais d'elle depuis le jour de mon départ. « Je pense que tu es prête à voir ça », disait le message. En dessous se trouvait un lien vers un article de Paris Match. Ma main trembla légèrement en tapant sur le lien. La page se chargea, et un visage familier me fixa depuis l'écran. C'était Mark. Mais ce n'était pas le Mark puissant et confiant que je connaissais. C'était un homme différent. Il était photographié marchant dans une rue de Paris, l'air hagard et mal rasé. Son costume coûteux était froissé, sa cravate de travers. Ses yeux, même sur la photo granuleuse, semblaient hantés. Le titre disait « Le fantôme de la place Vendôme, comment le PDG Mark Theron a perdu un empire en une nuit ». Mon souffle se coupa dans ma gorge. J'ai commencé à lire. L'article était un chef-d'œuvre de journalisme d'investigation, reconstituant le carnage entrepreneurial que j'avais déclenché. Il détaillait l'OPA au style choquante de Damien Croix. Il citait des sources anonymes d'Apogée qui parlaient de l'efficacité brutale de la nouvelle direction, des licenciements massifs et de départements entiers fermés. Il dépeignait Croix comme un requin de la finance impitoyable qui avait enfin eu sa revanche. Et puis il s'est tourné vers le mystère. Comment cela avait-il pu arriver ? Comment un homme aussi contrôlant que Mark Theron avait-il permis à son rival de lui arracher son entreprise ? Les journalistes avaient fouillé dans les documents juridiques. Et ils avaient trouvé mon nom. La clé de toute la transaction, lisait-on dans l'article, semble être l'épouse de Theron, dont il est séparé, Amélie Fournier. Une femme auparavant connue uniquement dans le circuit mondain parisien, Fournier était, selon les statuts, la copropriétaire de l'entreprise. Dans un geste d'une audace stupéfiante, elle semble avoir orchestré la vente alors que Theron était injoignable lors d'un voyage à l'étranger. Interrogée pour un commentaire, la seule réponse de Theron, criée aux journalistes devant son ancienne résidence, a été « C'est une voleuse. Elle a volé ma vie ». L'article continuait en détaillant le reste de la liquidation. La vente de l'appartement à une société écran. La disparition de sa collection d'art. Les comptes en banque vides. Ils avaient même retrouvé le concessionnaire qui avait acheté l'Aston Martin. C'était une vivisection publique complète et totale de sa chute. Il était la risée de tous, une fable édifiante murmurée dans les conseils d'administration et les clubs exclusifs de toute la ville. Un homme qui avait tout et qui a tout perdu parce qu'il avait sous-estimé sa femme. Mais c'est la dernière partie de l'article qui m'a vraiment frappée. Ils avaient interviewé Chloé Valois. Elle était citée, je ne savais rien. Il m'a dit qu'il se séparait de sa femme. Il a dit qu'il était le seul propriétaire de son entreprise. On m'a fait croire que nous avions un avenir ensemble. Dès que l'argent a disparu, il est devenu une personne différente. Un monstre. L'article notait qu'elle avait déjà obtenu un nouveau poste d'assistante auprès d'un autre riche dirigeant. Elle avait tourné la page. C'était une survivante. Je fermai l'article, un sentiment froid et lourd s'installant dans mon estomac. Je m'attendais à ressentir un sentiment de triomphe, de victoire juste. J'avais gagné. Je l'avais détruit. J'avais prouvé mon point de la manière la plus spectaculaire possible. Mais en lisant les détails bruts et crus, en voyant la photo de cet homme brisé, je ne ressentis rien. La victoire semblait creuse. La rage qui m'avait alimenté avait disparu, et à sa place, il n'y avait qu'une vaste et silencieuse tristesse. Je m'étais lancée pour lui donner une leçon sur la valeur, mais dans le processus, j'étais devenue une destructrice. J'avais manié mon intelligence et mes droits légaux comme une arme et mis un homme à genoux. C'était justifié, oui. Il avait mérité chaque parcelle de ce qui lui arrivait. Mais ça ne me faisait pas de bien. Ça ne me rendait pas heureuse. Ça semblait juste. Terminé. Cette nuit-là, pour la première fois, je sortis mon vieux carnet de croquis et un jeu de crayons que j'avais acheté quelques jours plus tôt. Je ne m'assis pas sur le balcon, mais au petit bureau en bois près de la fenêtre. Je n'essayais pas de dessiner un bâtiment ou un grand projet. Je commençais simplement à esquisser la vue de ma fenêtre, les toits de terre cuite tordus, l'enchevêtrement des cordes à linge, la façon dont le clair de lune attrapait le bord d'un mur de pierre usé par le temps. Ma main semblait maladroite au début, les muscles peu habitués à ce travail précis et délicat. Mais lentement, un rythme familier revint.
La sensation du crayon sur le papier texturé. La concentration requise pour capturer une ombre, une ligne, une perspective. En dessinant, le bruit dans ma tête commença à s'estomper. L'article de Paris Match, le fantôme de Marc Théron, le chiffre stupéfiant sur mon compte bancaire au Caïman, tout cela s'éloigna. Tout ce qui comptait était la ligne que je traçais à cet instant. J'ai dessiné pendant des heures, perdant la notion du temps. Je n'étais plus une destructrice. Je n'étais plus une victime ou une vainqueur. Dans la solitude tranquille de mon appartement lisboète, entourée par la ville endormie, j'étais simplement redevenue une architecte. Je construisais quelque chose. C'était petit. Ce n'était qu'un croquis sur une page. Mais pour la première fois depuis très longtemps, c'était à moi. Et c'était suffisant. Le vrai travail de ma vie n'était pas la démolition, mais la construction. Et il ne faisait que commencer. Les semaines se transformèrent en un mois, puis 2. Ma vie à Lisbonne s'installa dans une routine calme et déterminée, entièrement de ma propre création. Le carnet de croquis devint mon compagnon constant. Je passais de l'esquisse des toits depuis ma fenêtre à la capture des ferronneries complexes des balcons du quartier de la Bexa, des lignes modernes et épurées du musée Mat au bord du fleuve, et de la façon dont la lumière et l'ombre jouaient sur les anciens murs du château Sauroré. C'était un processus lent et méditatif pour réapprendre à voir, non pas comme une consommatrice de produits de luxe, mais comme une créatrice de formes et d'espace. Je commençais à sentir les prémices d'une nouvelle ambition, une ambition qui n'avait rien à voir avec la vengeance ou l'argent. Je voulais à nouveau concevoir. Pas des gratte-ciel ou des sièges sociaux stériles, mais des espaces qui semblaient humains. Je me mis à rêver de plans pour une petite bibliothèque de quartier, un jardin public rénové, un espace de co-living pour artistes. Je remplis mes carnets de croquis de plans d'étage et d'élévation, mon esprit bourdonnant d'idées pour la première fois en une décennie. L'architecte en moi, si longtemps endormi, se réveillait, s'étirait et retrouvait sa voix. Un après-midi ensoleillé, j'étais assise à la terrasse d'un café sur la Praçado Commercio, la magnifique place qui s'ouvre sur le fleuve. Je travaillais sur le design d'une petite maison d'hôte durable, complètement absorbée, quand une ombre tomba sur mon carnet de croquis. « C'est très bien, ça », dit une voix dans un anglais courant bien qu'accentué. Je levai les yeux, surprise. Un homme se tenait près de ma table, regardant mes dessins. Il avait peut-être la fin de la cinquantaine, des yeux bienveillants et intelligents plissés au coin par le sourire, et une crinière de cheveux argentés. Il était vêtu d'une simple chemise en lin et d'un pantalon, ressemblant plus à un professeur qu'à un homme d'affaires. « Je suis désolé de vous déranger », dit-il avec un sourire chaleureux. « Mais je suis moi-même architecte. Il n'est pas fréquent de voir quelqu'un dessiner à la main avec une telle compétence. Puis-je » Il désigna la chaise vide à ma table. Normalement, j'aurais poliment décliné. Ma solitude était devenue une coquille protectrice. Mais il y avait quelque chose de doux et de modeste en lui. Je me surpris à hocher la tête. « Je vous en prie. » Il s'assit et se présenta sous le nom de Tiago. C'était un architecte local qui dirigeait sa propre petite agence respectée à Lisbonne depuis plus de 30 ans. Il regarda mon carnet de croquis avec un intérêt sincère, pas la curiosité polie et feinte à laquelle j'étais habituée dans le cercle de Marc. Il posa des questions réfléchies sur mon utilisation des matériaux, mes idées pour la lumière naturelle. Il voyait l'intention derrière les lignes. Pour la première fois depuis mon arrivée, je parlais de mon passé. Je ne lui donnais pas les détails dramatiques, bien sûr. Je dis simplement que j'étais une architecte de Paris, formée à l'ANSAPV, qui avait pris une longue pause dans sa profession et essayait maintenant de retrouver son chemin. Une pause n'est pas une mauvaise chose, dit Tiago en sirotant la petite tasse d'espresso qu'il avait commandée. Parfois, il faut s'éloigner du bâtiment pour se souvenir pourquoi on aime construire. Ceci, il tapota une page de mon carnet montrant le design de la maison d'hôte, ceci a un sentiment. Ce n'est pas juste une boîte pour que les gens dorment. Ces mots furent comme de l'eau sur une terre desséchée. Il me voyait non pas comme une épouse ou une mondaine, mais comme une égale. Une collègue créatrice. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, de l'histoire architecturale de Lisbonne, des défis du design durable, de la joie de créer quelque chose de beau et de fonctionnel. Quand il partit, il me tendit sa carte. Si jamais vous souhaitez discuter d'architecture plus en profondeur, ou si vous avez besoin d'une recommandation, n'hésitez pas à m'appeler, dit-il. Lisbonne a besoin de plus d'architectes avec une âme. Cette rencontre fut un tournant. Elle entr'ouvrit la porte d'un avenir que je commençais à croire possible. L'argent que j'avais la fortune immense, presque abstraite, dormant aux îles Caïmans était un filet de sécurité, mais c'était aussi un fardeau. C'était le fruit d'une victoire amère. Je savais que je ne pouvais pas construire une nouvelle vie sur une fondation d'argent gagné par la destruction. Il me semblait souillé. Quelques jours plus tard, je pris une décision.
Je contactai Evelyne. J'ai besoin de ton aide pour autre chose, lui dis-je lors d'un appel vidéo sécurisé. Je veux déplacer l'argent. Evelyne parut inquiète. Le déplacer où? Amélie, le trust est blindé. C'est l'endroit le plus sûr pour lui. Je ne veux pas qu'il soit en sécurité, Evelyne. Je veux qu'il soit utile, dis-je. Je veux créer une fondation. Une fiducie caritative. Je veux utiliser l'argent pour financer des projets architecturaux. Logement durable, centre communautaire, restauration de bâtiments historiques pour un usage public. Des choses qui créent de la valeur, une vraie valeur, dans la vie des gens. Je pouvais voir la surprise sur le visage d'Evelyne. Tout? Pas tout, concédai-je. Je garderai assez pour vivre confortablement, pour lancer ma propre petite agence. Une graine. Mais le reste. La grande majorité. C'est l'héritage de Marc. C'est construit sur l'ego et l'agression. Je veux le transformer. Je veux transformer son monument à lui-même en une centaine de petits monuments à la communauté, à l'art, à l'espoir. Je veux le blanchir, non pas au sens légal, mais au sens moral. Evelyne resta silencieuse un long moment, traitant l'idée. Puis elle sourit, un sourire sincère et chaleureux. Tu sais, Amélie, pour une femme qui prétendait ne pas comprendre la valeur de l'argent, tu l'as saisie mieux que n'importe quel milliardaire que j'ai jamais représenté. C'est le coup le plus brillant jusqu'à présent. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la rédemption. La sienne, et peut-être la tienne aussi. Le processus de création de la fondation était complexe, mais il me remplit d'un sentiment de but que la liquidation ne m'avait jamais procuré. C'était un acte de création, pas de destruction. Je travaillais avec Evelyne et une équipe d'avocats internationaux pour la structurer. Nous l'avons appelée la Fondation Phoenix, un nom qui semblait approprié. Sa mission était de financer des projets architecturaux de petite et moyenne envergure ayant une conscience sociale ou environnementale. Alors que le cadre juridique se mettait en place, ma propre vie à Lisbonne commençait à prendre forme. J'acceptai l'offre de Thiago et l'appelai. Il m'invita à visiter son agence, un magnifique studio lumineux dans un bâtiment restauré du XVIIIe siècle. Il me présenta sa petite équipe de jeunes architectes passionnés. Je commençai à collaborer avec eux sur un projet pro bono, concevant une nouvelle aire de jeu pour une association de quartier local. Je travaillais à nouveau. Je faisais partie d'une équipe, apportant des idées, résolvant des problèmes. J'utilisais mes compétences pour quelque chose de bien. Je rentrais à mon petit appartement le soir, fatigué mais comblé, l'esprit bouillonnant d'énergie créative. Le fantôme de Marc, le fantôme de l'appartement parisien, le fantôme de toute cette vie vide, commençait enfin à s'estomper. Un jour, j'étais au studio de Thiago, examinant des plans, quand le responsable du bureau m'appela. « Amélie, un homme est ici pour vous voir. Il dit que c'est urgent. Un certain monsieur Croix. » Mon sang se glaça. Damien Croix. Ici, à Lisbonne. Comment m'avait-il trouvé? Mon monde calme et anonyme vola en éclats en un instant. Mon premier instinct fut la panique. Que pouvait-il bien vouloir? L'accord s'était-il effondré? Était-il ici pour me poursuivre, pour m'exposer? Thiago vit l'expression sur mon visage. Tout va bien? Je me forçai à respirer. Je ne suis pas sûre. Je dois prendre ça. Je suis entré dans la salle de conférence, le cœur battant dans ma poitrine. Damien Croix se tenait près de la fenêtre, regardant les toits de Lisbonne. Il se tourna en m'entendant entrer. Il avait la même apparence que dans la suite du Georges V impeccable, imposant, ses yeux ne trahissant rien. « Madame Fournier, dit-il, sa voix aussi froide et contrôlée que jamais. Ou je suppose que c'est mademoiselle Fournier maintenant. »« Que faites-vous ici, monsieur Croix ?» demandai-je, ma voix plus sèche que je ne l'avais prévu. « Je suis venu livrer ceci en personne, » dit-il. Il posa un fin portefeuille en cuir sur la table polie. « C'est le rapport final post-acquisition d'Apogée. Ou de ce qu'il en reste. J'ai pensé que vous devriez en avoir une copie. Un trophée de votre victoire. » Je ne m'approchai pas. Je n'ai pas besoin de trophée. Non, je suppose que non, dit-il en étudiant mon visage. Vous m'avez surpris, mademoiselle Fournier. Je vous prenais pour une autre épouse vengeresse. J'ai supposé que vous prendriez l'argent et passeriez le reste de votre vie sur un yacht. Mais mes gens sont très minutieux. Je suis au courant de la Fondation Phoenix. Je sais ce que vous faites avec l'argent. Il fit lentement le tour de la table, sa présence remplissant la pièce. Vous ne vouliez pas seulement lui faire du mal. Vous vouliez l'effacer. Prendre tout ce qu'il a construit à son image et le refaire en quelque chose qui en est l'opposé complet.
C'est l'acte de vengeance le plus froid et le plus poétique que j'ai jamais vu. Il ne s'agit plus de vengeance, dis-je doucement. Il s'arrêta devant moi, son regard intense. Vraiment? Vous n'avez pas seulement pris son argent. Vous avez pris son récit. Vous avez transformé son nom en un symbole de bienveillance philanthropique. Vous lui avez rendu impossible de jouer la victime. Vous l'avez battu à son propre jeu, puis vous avez changé les règles du jeu lui-même. C'est brillant. Il fit une pause. Et c'est pourquoi je suis ici. Mes sourcils se froncèrent de confusion. Je ne comprends pas. Je suis un homme qui apprécie le talent, dit Croix. J'étends les opérations européennes d'avant-garde. Nous investissons massivement dans des projets de développement urbain durable. Cela nécessite une autre façon de penser. Moins d'agression, plus de vision. Le genre de vision qui peut transformer une OPA hostile en une fondation caritative. J'ai besoin de quelqu'un pour diriger cette division. Quelqu'un qui comprend les deux faces de la médaille. Le destructeur et le créateur. Je le fixai, sans voix. Il m'offrait un travail. Une position de pouvoir immense et de contrôle créatif. C'était tout ce que j'avais toujours voulu dans ma carrière, offert par la dernière personne sur Terre à laquelle je m'attendais. J'ai besoin d'un architecte avec une âme, dit-il, faisant écho sans le savoir aux mots de Thiago. Et un instinct de tueur. Vous, mademoiselle Fournier, êtes la seule personne que j'ai jamais rencontrée qui possède les deux. Le poste est à vous, si vous le voulez. L'offre flottait dans l'air entre nous, aussi lourde et solide que la table en acajou. C'était une proposition absurde, impossible. Travailler pour Damien Croix, l'homme qui avait été l'instrument de ma vengeance, la panthère de mon général. Cela ressemblait à un piège, une autre cage dorée, juste plus sophistiquée. Tout mon parcours avait consisté à échapper à des hommes comme lui et marque des hommes qui voyaient le monde comme un échiquier et les gens comme des pièces. Non, dis-je, le mot sortant avant même que j'aie pleinement traité la pensée. C'était un réflexe, une réaction viscérale de la partie de moi qui s'était frayé un chemin jusqu'à cette existence calme et paisible. Damien Croix ne parut pas surpris. Il hocha simplement la tête, comme s'il s'y attendait. Puis-je demander pourquoi? Parce que je n'ai pas fait tout ça pour finir dans une salle de conseil d'administration, dis-je, ma voix gagnant en force. Je ne me suis pas échappé de ce monde pour y être ramené. Votre monde, monsieur Croix, est fait de profit et de pouvoir. J'essaie de construire quelque chose de différent. Et vous pensez que mon offre concerne le profit? Demanda-t-il, une lueur indéchiffrable dans ses yeux. C'était peut-être de l'amusement. Mademoiselle Fournier, j'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Il ne s'agit pas de profit. Il s'agit d'héritage. C'est la même chose qui vous anime. Il retourna à la fenêtre, le dos tourné. Marc Théron voulait construire un empire à son propre ego. J'ai déjà fait ça. Mais les empires tombent. Les héritages bâtis uniquement sur l'argent tombent en poussière. Qu'est-ce qui dure? Il se tourna de nouveau vers moi. La beauté. La fonction. Les choses qui servent les gens. Je ne vous offre pas un poste de dirigeante d'entreprise. Je vous offre un fonds. Un fonds massif, bien doté, et l'autonomie complète pour l'utiliser afin de construire ce que vous jugerez bon. Des villes durables. Des logements à énergie verte. Des espaces publics qui inspirent. Je me fiche du retour sur investissement en euros. Je me soucie du retour en impact. Je fournis le capital et le poids politique. Vous fournissez la vision. L'architecture. Je secouais toujours la tête. Pourquoi moi? Il y a une centaine d'architectes célèbres que vous pourriez embaucher. Parce qu'ils sont célèbres, dit-il simplement. Ils ont leurs propres égos, leur propre style qu'ils veulent imposer au monde. Je ne veux pas de ça. Je vous veux vous. Parce que vous n'avez rien à prouver. Vous avez déjà gagné votre guerre. Et parce que, il fit une pause, son regard s'adoucissant presque imperceptiblement, vous savez ce que c'est que de se faire voler sa vision. Vous ne ferez pas ça aux communautés avec lesquelles nous travaillons. Vous écouterez. Vous construirez pour elles, pas pour vous. Ces mots me désarmèrent. Il avait vu clair en moi, au-delà de l'épouse vengeresse, au-delà de la femme tranquille dans le café de Lisbonne, et jusqu'au cœur de l'architecte que j'essayais de devenir. Il ne m'offrait pas un travail. Il m'offrait une toile, plus grande et plus magnifique que je n'aurais jamais pu en rêver. Pensez Y, dit-il en se tournant pour partir. L'offre n'a pas de date d'expiration. Mon bureau vous contactera. Il sortit de la salle de conférence, laissant le portefeuille en cuir sur la table et un silence profond dans son sillage. Je m'enfonçai dans l'un des fauteuils, l'esprit en ébullition. La vie tranquille que j'avais si soigneusement construite me parut soudain petite.
Le projet de terrain de jeu pro bono, qui m'avait semblé si gratifiant il y a à peine une heure, ressemblait maintenant à un dessin d'enfant comparé au chef-d'œuvre que Damien Croix m'offrait la chance de peindre. Mon désir d'une vie tranquille était-il une véritable quête de paix, ou était-ce de la peur? Me cachais-je à Lisbonne, effrayé de remonter sur la scène mondiale et de réclamer le pouvoir que j'avais si durement combattu pour gagner? Je passais les jours suivants dans un état second, arpentant les rues de la ville, le portefeuille de Croix non ouvert dans mon appartement. J'en parlais à Thiago, vaguement, sans citer de nom. Je lui dis que j'avais reçu une opportunité majeure de diriger des projets de développement à grande échelle. « Et c'est une mauvaise chose ?» demanda-t-il, ses yeux bienveillants scrutant mon visage. « Ce n'est pas la vie que j'avais prévue, avouai-je. Je suis venu ici pour la paix et la tranquillité. » Thiago sourit doucement. « Amélie, un architecte qui ne construit pas n'est pas en paix. Il est simplement silencieux. Un oiseau qui ne vole pas n'est pas paisible. Il est en cage. Peut-être avez-vous reposé vos ailes. Mais elles ont été faites pour voler. » Ces mots résonnèrent profondément. Il avait raison. Je ne m'étais pas battu pour sortir d'une cage juste pour m'en construire une autre, plus confortable. La liberté ne consistait pas à se cacher du monde, elle consistait à s'engager avec lui selon mes propres termes. Ce soir-là, j'ouvris enfin le portefeuille. Ce n'était pas seulement un rapport post-acquisition. Derrière l'analyse d'entreprise se trouvaient des propositions détaillées, des plans et des études de faisabilité pour 3 projets initiaux qu'Avantgarde voulait financer. Un quartier riverain abandonné à Porto à transformer en logements abordables à usage mixte avec des parcs publics. Un projet de rénovation d'un quartier historique entier à Naples avec des technologies vertes. Un concours pour concevoir un nouveau centre communautaire neutre en carbone dans un quartier défavorisé de Londres. C'étaient des projets magnifiques, ambitieux, visionnaires. C'était le genre de travail que j'avais rêvé de faire lorsque j'étais étudiante. Mon cœur se mit à battre plus vite. La peur qui m'avait retenue fut remplacée par une vague d'excitation créative. Ce n'était pas le monde de Marc. C'était le monde dont j'avais toujours voulu faire partie. J'ai appelé Evelyne. Je lui ai tout raconté. « Sois prudente, Amélie », m'a-t-elle prévenue, toujours l'avocate prudente. Les hommes comme Croix ne font rien sans raison. Assure-toi que ton contrat est blindé. Autonomie, dernier mot, contrôle du conseil d'administration de la fondation. Ne lui cède pas un pouce. Je sais, dis-je. Mais Evelyne. Je pense que c'est ça. C'est la raison de tout. La liquidation n'était pas la fin. C'était le moyen. C'était l'acquisition de capital pour un projet beaucoup plus grand. Le projet de rédemption, dit-elle, avec compréhension dans la voix. Eh bien, si tu vas le faire, fais-le bien. Je vais te rédiger un contrat qui fera pleurer Dieu lui-même. Une semaine plus tard, je m'envolai pour Londres pour rencontrer Damien Croix. Nous nous sommes rencontrés non pas dans une salle de conseil stérile, mais sur place, sur le site délabré proposé pour le nouveau centre communautaire. C'était un coin gris et oublié de la ville, jonché de détritus et entouré de murs de briques en ruine. « Le voici », dit-il en désignant l'espace désolé. « Que voyez-vous » Je n'ai pas vu la décrépitude. J'ai vu une bibliothèque baignée de lumière naturelle. J'ai vu une garderie où les enfants pourraient jouer en toute sécurité. J'ai vu un jardin sur le toit où la communauté pourrait cultiver sa propre nourriture. J'ai vu un espace qui pourrait redonner vie au quartier. J'ai commencé à parler, mes mains esquissant dans l'air pendant que je décrivais ma vision. Croix écouta, son expression indéchiffrable. Quand j'eus fini, il dit simplement « Quand pouvez-vous commencer ?» Et ainsi, ma nouvelle vie commença. J'acceptai son offre, mais à mes propres conditions. Evelyne, fidèle à sa parole, avait rédigé un contrat qui me donnait un contrôle sans précédent. La Fondation Phoenix serait le partenaire principal de la nouvelle division d'Avantgarde. J'avais le dernier mot sur toutes les questions de design et d'engagement communautaire. Je n'étais pas son employé, j'étais sa partenaire. Une partenaire qu'il avait recherchée, une partenaire dont il avait reconnu la valeur. C'était tout ce que Marc m'avait promis et jamais livré. Je n'ai pas déménagé à Londres. J'ai gardé mon petit appartement à Lisbonne comme mon ancre, mon sanctuaire. Mais je voyageais. Je m'envolais pour Porto, pour Naples, pour Londres, rassemblant des équipes d'architectes locaux, de designers et de leaders communautaires. Je passais mes journées en réunions de planification et sur des chantiers, et mes nuits à affiner les designs. Je travaillais plus dur que jamais dans ma vie, et je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. Le travail était exigeant, politique et souvent frustrant. Mais il était réel. Nous construisions des choses qui comptaient.
Environ 6 mois après avoir commencé mon nouveau rôle, j'étais dans mon appartement de Lisbonne, préparant un voyage à Porto, quand j'ai reçu un email transféré par Evelyne. L'objet était simple, Marc. Mon estomac se noua. Je n'avais pas entendu son nom depuis des mois. J'avais supposé qu'il s'était évanoui, une autre victime de la course effrénée parisienne. J'ai cliqué sur l'email. C'était un message d'une assistante sociale d'une organisation à but non lucratif en banlieue parisienne. Une organisation à laquelle, ironiquement, la Fondation Phoenix avait récemment accordé une petite subvention pour la rénovation de son refuge. L'email était bref. Il indiquait qu'un homme nommé Marc Théron, actuellement résident de leur centre d'hébergement, avait reconnu le nom de la fondation sur leur mur des donateurs. Il n'avait pas d'argent et aucune famille vers qui se tourner. Il souffrait d'une grave dépression et était dans un état fragile. Il avait une seule demande, il voulait me voir. L'assistante sociale écrivait, il dit qu'il veut juste s'excuser. Il dit qu'il comprend maintenant. Je fixais les mots, une vague de froid m'envahissant. Un centre d'hébergement. Marc. Le maître de l'univers, le roi de son propre empire, était résident dans un refuge que son argent finançait. L'ironie était si épaisse, si cruelle, qu'elle en était presque suffocante. C'était la véritable victoire finale. L'humiliation ultime. Alors pourquoi avais-je l'impression d'un coup de poing dans le ventre? Mon premier instinct fut de supprimer l'email. De dire non. Que pouvais-je bien gagner à le voir? Cela ne ferait que rouvrir une blessure que j'avais mis tant d'efforts à refermer. Il avait fait son lit. Qu'il s'y couche. Mais ensuite, j'ai pensé à l'homme sur la photo de notre lune de miel. L'homme qui m'avait un jour regardé avec tant d'amour. Et j'ai pensé à l'homme brisé et hagard de la photo de Paris Match. J'avais voulu lui donner une leçon sur la valeur. Peut-être que la leçon finale ne concernait pas sa chute, mais ma propre capacité à la grâce. J'ai pensé au travail que je faisais. Construire des communautés, créer des espaces pour que les gens guérissent et grandissent. Comment pouvais-je faire cela si mon propre cœur était encore muré, s'accrochant encore aux derniers vestiges de la colère et du ressentiment? Pour être vraiment libre, je devais l'affronter. Je devais boucler la boucle. J'ai écrit à Evelyne. Réserve-moi un vol pour Paris. Retourner à Paris, c'était comme entrer dans le rêve d'une vie passée. L'énergie frénétique de la ville, qui avait autrefois été la toile de fond de ma propre inertie suffocante, me semblait maintenant étrangère, écrasante. Les images et les sons étaient les mêmes, mais j'étais différente. Je n'étais plus le fantôme de l'appartement de luxe. J'étais une visiteuse d'un autre monde, un monde bâti sur des bases plus calmes et plus solides. Je ne suis pas restée dans le centre de Paris. J'ai réservé une chambre dans un petit hôtel discret de la banlieue proche. La vue de ma fenêtre n'était pas celle de la tour Eiffel, mais de pavillons et de rues bordées d'arbres, une vue qui semblait plus réelle, plus humaine. Le centre d'hébergement se trouvait dans une partie sinistre et industrielle de la banlieue que je n'avais jamais visitée. Le bâtiment lui-même était en vieilles briques, propre mais usé par le temps et le désespoir. L'ironie ne m'échappait pas. J'entrais en tant que bienfaitrice, la donatrice anonyme dont l'argent maintenait les lumières allumées, pour rendre visite à l'homme qui avait tout payé. L'assistante sociale, une femme au visage bienveillant nommée Maria, me conduisit dans une petite salle de réunion privée. Elle était austère et institutionnelle, avec une table en métal et 2 chaises en plastique. « Il est très nerveux », dit doucement Maria. Il lui a fallu beaucoup de courage pour demander cela. « Soyez daus. » J'ai simplement hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Elle est partie, et un instant plus tard, la porte s'est rouverte. Marc est entré. L'homme qui entra dans la pièce était un étranger. Le PDG puissant et arrogant avait disparu. Le bronzage de l'île Maurice s'était depuis longtemps estompé, remplacé par le teint pâle et cireux de quelqu'un qui n'avait pas vu assez de soleil. Il était maigre, effroyablement maigre, son costume coûteux remplacé par des vêtements de don mal ajustés, une chemise en flanelle délavée et un jean usé. Ses yeux, quand ils croisèrent les miens, étaient dépouillés de tout leur feu ancien. Ce n'étaient que des espaces vides remplis d'une lassitude profonde, à fleur d'âme. Il avait l'air plus vieux, brisé et complètement vaincu. Le voir ne me remplit pas de triomphe. Cela me remplit d'un chagrin profond et douloureux. C'était la facture finale. Le véritable coup de son orgueil, et de ma colère froide et calculée. Il ne parla pas, se contentant de rester près de la porte, les mains tremblant légèrement. Il ne semblait pas pouvoir me regarder directement plus d'une seconde. C'est moi qui ai brisé le silence. « Bonjour, Marc. » Ma voix était calme, stable. Il tressaillit au son de son nom. « Amélie » murmura-t-il, la voix rauque. Il me regarda enfin, un regard désespéré et suppliant dans les yeux. « Merci d'être venu. »
Il se traîna jusqu'à la chaise en face de moi et s'assit lourdement, comme si ce simple acte exigeait toute sa force. Nous restâmes assis en silence un long moment, l'air épais des fantômes de tous que nous avions été l'un pour l'autre. J'ai vu le nom, dit-il finalement, le regard fixé sur la surface éraflée de la table. La Fondation Phénix. Sur le mur, là-bas. Je savais que ça devait être toi. C'était intelligent. Un rire sec et sans humour s'échappa de ses lèvres. C'était toujours ton nom. Apogée. Phénix. Renaître de ses cendres. Il leva les yeux vers moi. Mes cendres. Je ne savais pas que tu étais ici, Marc, dis-je doucement. La subvention était anonyme de mon côté. Il hocha la tête, comme si cela avait du sens. J'ai tout perdu, dit-il, non pas avec colère, mais avec une sorte d'incrédulité engourdie. L'entreprise, l'appartement. Tout s'est passé si vite. Une minute, j'étais au sommet du monde, la suivante. Les serrures étaient changées. Il secoua lentement la tête. Chloé m'a quitté à la seconde où l'argent a disparu. Mes amis, les investisseurs. Personne ne répondait à mes appels. Je suis devenu un paria du jour au lendemain. Il parla des mois qui suivirent. Les tentatives frénétiques de trouver un avocat pour me poursuivre, pour s'entendre dire qu'il n'avait aucune chance. La glissade lente et humiliante, passant des canapés d'amis à dormir dans sa voiture, et finalement, à ce refuge. Il parlait d'un ton monocorde, détaillant sa propre destruction avec le même détachement que j'avais ressenti en l'orchestrant. Pendant longtemps, je t'ai détesté, dit-il, la voix brisée. Je me disais que tu étais un monstre, une voleuse. Je me repassais le film sans cesse dans ma tête, comment tu m'avais trahi. C'était la seule chose qui me faisait tenir. Il fit une pause, prenant une inspiration tremblante. Mais un jour, on n'a plus de haine. Tout ce qui reste, c'est le silence. Et dans le silence, on commence à se souvenir. Je me suis souvenu de choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années. Je me suis souvenu de toi, à ce petit bureau dans notre premier appartement, dessinant les plans de mon premier bureau. Je me suis souvenu comment tu veillais tard avec moi, me faisant du café, me disant que je pouvais y arriver quand j'étais prêt à abandonner. Je me suis souvenu de notre lune de miel. Des larmes commencèrent à perler dans ses yeux, et il ne prit pas la peine de les essuyer. Tu étais la fondation, Amélie. Je disais ça dans tous les discours que j'ai jamais faits sur l'entreprise, que le succès nécessite une fondation solide. Je prononçais les mots, mais je n'ai jamais compris ce qu'ils signifiaient. Je pensais que c'était juste des briques et du mortier. Je n'ai jamais réalisé que c'était toi. Il me regarda enfin, son visage un masque de honte et de regret. Je suis tellement désolé. Je suis désolé de t'avoir prise pour acquise. Je suis désolé de t'avoir rabaissée. Je suis désolé pour tout. Pour Chloé. Pour les mensonges. J'étais arrogant, et j'étais un imbécile. Tu as essayé de me le dire, tu as essayé de m'avertir, et je n'ai pas voulu écouter. Il laissa échapper un sanglot étouffé. Tu m'as dit que je ne comprenais pas la valeur de l'argent. Tu avais tort. C'était moi. Je n'ai jamais compris la valeur de quoi que ce soit. À cet instant, toute la colère persistante que j'avais pour lui se dissolut. Il n'y avait aucune victoire à regarder cet homme brisé pleurer. Il n'y avait que de la tragédie. Il avait appris sa leçon, mais le coup avait été son monde entier. J'accepte tes excuses, Marc, dis-je, et je le pensais. Il leva les yeux, une lueur de surprise dans ses yeux désolés. Vraiment? Oui. Et je suis désolé aussi. Il fronça les sourcils de confusion. Toi? De quoi es-tu désolé? Je suis désolé que ça ait dû se passer comme ça, dis-je. Je suis désolé d'avoir dû tout détruire pour être entendu. J'ai gagné, Marc. J'ai eu tout ce que je voulais. Mais ça ne m'a pas rendue heureuse. Ça m'a juste laissé vide. La vengeance est une récompense creuse. Je me penchai en avant, les mains à plat sur la table. Tu n'as plus rien. Et d'une certaine manière, c'est un cadeau. Tu n'as plus à être Marc Théron, le PDG. Tu peux juste être Marc. Tu as une chance de construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de réel cette fois. Quelque chose de petit et de bien. Je poussai une carte sur la table. C'étaient les coordonnées d'un programme parrainé par la Fondation Phénix, un programme complet de reconversion professionnelle et de logement subventionné pour les personnes qui tentent de se remettre sur pied. Ce n'est pas de la charité, dis-je fermement. Ce n'est pas moi qui te sauve. C'est une opportunité. Le même genre d'opportunité que tu avais quand tu avais 25 ans et que je te faisais du café à minuit. Ce que tu en feras ne dépend que de toi. Mais ta vie n'est pas finie, à moins que tu ne le décides.
Il fixa la carte comme si c'était une bouée de sauvetage. Il la ramassa d'une main tremblante. « Pourquoi » murmura-t-il. « Après tout, pourquoi m'aiderais-tu » Je me levai, prête à partir. La boucle était bouclée. La guerre était finie, non pas avec un coup final écrasant, mais avec une offre de paix. Parce que ma nouvelle vie consiste à construire des choses, pas à les démolir, dis-je. Et tout le monde mérite une fondation solide. Je suis sortie de la pièce, sans regarder en arrière. Je l'ai laissé là avec ses larmes et ses regrets, mais aussi avec cette petite carte, cette lueur d'une seconde chance. Son avenir était le sien, à construire ou à gaspiller. Il n'était plus ma responsabilité. En sortant du refuge et en retrouvant la lumière du jour, je sentis une paix profonde s'installer en moi. Le dernier fantôme avait été exorcisé. L'histoire ne portait pas sur sa chute ou mon ascension. Elle portait sur deux personnes qui s'étaient perdues et qui, dans les décombres, avaient eu la chance de trouver un nouveau chemin. Je sortis mon téléphone et appelai mon bureau à Lisbonne. Comment ça s'est passé ? C'était Thiago. C'est fini, dis-je, un sourire effleurant mes lèvres. C'est enfin fini. Bien, dit-il chaleureusement. Maintenant, rentre à la maison. Nous avons un front de mer à reconstruire. J'ai hélé un taxi pour l'aéroport, laissant derrière moi les rues grises de la banlieue. Je rentrais à ma vie. Aux collines ensoleillées de Lisbonne, à mes carnets de croquis et à mes plans, au travail magnifique et exigeant de la création. J'avais pris un empire bâti sur des mensonges et l'avais transformé en un héritage d'espoir. J'avais appris la vraie valeur de l'argent, son pouvoir de détruire, mais aussi son pouvoir de guérir et de construire. Et dans le processus, j'avais enfin, vraiment, bâti une vie qui m'était propre.